Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Maude. Ah, c'est chouette. Page Facebook Homo Spiritualis. Voilà. Bon, alors on va peut-être y aller parce que je crois qu'il y a pas mal de gens qui suivent. Là, ça y est. Je crois qu'on est prêt. Moi, je vais vous présenter donc cette soirée autour du thème du bonheur. Et j'ai tenu à ce que ça s'appelle Qu'est-ce que j'attends pour être heureux? Parce que qui demande une petite préparation. Avant que ça nous tombe dessus, on a besoin de se préparer. Alors, je tenais à faire aussi cette demande dans ma vie, j'étais pas heureux. Quand j'avais 14 ans, j'avais une vie qui était un peu chaotique, j'avais un contexte familial qui était pas super, je m'aimais pas, j'avais une estime personnelle qui était déplorable. J'avais une acné comme je souhaite pas mon pire ennemi. Je suis passé de petit gros à grand tout mince. Enfin bref, c'était pas formidable. Et donc du coup, bah forcément, je me connectais à des gens qui étaient un petit peu dans ce même mal-être et qui eux-mêmes n'étaient pas heureux. Alors, bah, on se confortait entre nous, on se disait, bah tiens, on est malheureux ensemble. Et puis du coup, c'était très facile de dire, mais ça, c'est de la faute de nos parents. Avec nos voix d'adolescents, c'est de la faute de nos parents. Et puis c'était la faute aussi du système, des professeurs. Bref, c'était toujours la faute de l'extérieur. Et c'est encore des choses que l'on peut voir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est toujours la faute de quelqu'un. Donc, c'est la faute du président. Pour le président, c'est la faute des virus. Pour Greta Thunberg, le problème, ça vient de Trump. Pour Trump, c'est la faute des Chinois. Et pour les Chinois, en fait, c'est la faute de personne. Ils en ont rien à faire en fait de tout ça. Ils s'en moquent. Donc en fait, on a une tendance à vouloir reporter le problème sur les autres, le problème de notre bonheur. On pense qu'on n'est pas heureux parce qu'il y a toujours une raison extérieure, mais en réalité, lorsqu'on a cette pensée-là, on ne fait pas partie de la solution. On abdique un petit peu de notre pouvoir, et donc si on n'est pas soi-même, si on ne fait pas partie du problème, on ne fait pas partie non plus de la solution. Donc si on n'est pas heureux, eh bien, ça tient à nous. Et donc, je m'en suis rendu compte relativement tôt, et j'ai cherché relativement tôt des manières d'être heureux. Et donc, je traînais, donc, comme je vous disais, avec des gens qui fumaient le shit, et je leur demandais, mais vous, ça vous apporte quoi en fait? Et puis ils me disaient, ben en fait, moi, dans ces moments-là, j'oublie tous mes problèmes. Alors effectivement, c'est une forme de solution, hein. On met les problèmes de côté, mais le problème, c'est que dès que les effets du cannabis disparaissent, eh bien, on se retrouve avec les mêmes problèmes qu'auparavant, voire en pire, puisqu'on n'a pas on n'a pas l'énergie. Alors du coup, je suis allé chercher du côté de la théologie, des évangiles notamment, et puis, j'étais pas tout à fait satisfait parce que il y avait des très belles choses, il y avait des très beaux enseignements, mais la religion, ça demandait d'abdiquer un petit peu son cerveau, d'avoir une espérance totale et puis d'être un peu passif en imaginant que le bonheur n'est pas sur terre mais qu'il est au paradis. Et moi, j'ai aussi besoin d'adhérer avec mon esprit. Et donc, même s'il y avait des très belles choses qui me nourrissaient, j'étais pas tout à fait en phase avec certaines choses de l'Évangile. Et pour cause, parce que ça a été un petit peu, comment dire, transformé au fil des siècles. La religion a servi aussi de pouvoir, donc d'éléments de pouvoir. Donc, j'étais pas tout à fait en accord avec certaines choses de l'Évangile. Du coup, je me suis tourné vers les philosophes grecs. Et les philosophes grecs, donc, ils nous enseignent pas mal de choses.
et notamment la philosophie. La philosophie, ça veut dire l'amour de la sagesse. Et Épicure nous dit, c'est une activité qui, par des raisonnements, conduit à la vie heureuse. Donc la philosophie, c'est une manière d'être heureux. Et donc, il y a un peu plus de 2000 ans, ils se sont déjà posé des questions sur ce bonheur, et ils nous éclairent sur pas mal de choses. Donc, il y a des courants de pensée, il y a les courants des stoïciens, les courants des épicuriens notamment. Et puis, il y a une conversation que nous rapporte Platon entre Socrate et Calliclès sur la notion du plaisir. Et les deux sont en désaccord. En fait, Calliclès dit que pour être heureux, en fait, il suffit d'avoir du pouvoir pour pouvoir être libre, et puis de pouvoir faire tout ce qu'on a envie, de faire tous les plaisirs, de se soumettre à tous les plaisirs en quelque sorte, de profiter de tous les plaisirs de la vie, donc la bonne chair, la bonne nourriture, le bon vin, etc. Et de profiter de tout. Et Socrate lui dit, oui, mais le problème, c'est que ta philosophie de succomber à tous les plaisirs, c'est un petit peu comme le tonneau des Danaïdes, c'est-à-dire que c'est un tonneau percé qui ne se remplit jamais au fond. Et il lui dit, ton âme ne sera jamais en paix avec ses plaisirs. Et c'est un petit peu ce que j'ai découvert à certaines périodes de ma vie aussi, où finalement, j'avais quelques addictions, enfin, j'ai eu plein d'addictions, et en fait, je n'étais pas heureux pour autant. Ça me comblait pendant quelques minutes, mais en fait, une fois que l'effet était passé, je retombais dans mon malheur d'avant. Et puis, les stoïciens nous disent, font quand même une différence entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. C'est Épictète qui nous dit ça, et donc ce qui dépend de nous, eh bien, ce sont nos pensées, nos jugements, nos désirs, et ce qui ne dépend pas de nous, eh bien, c'est notre beauté, notre intellect, même notre richesse. Alors ça, c'est un peu discutable, parce qu'on verra qu'on peut aussi changer ce point, mais bref, son statut social. Et donc, il fait une scission entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Et d'ailleurs, la science nous apprend exactement la même chose. Elle dit exactement la même chose. Il y a une étude du professeur Lyubomirsky qui nous dit qu'en fait, notre bonheur dépend à 50% de nos prédispositions génétiques. Donc, c'est-à-dire que dans la vie, on a une tendance à être plutôt joyeux ou malheureux. On a déjà ça en nous. Hein, ça me fait penser, moi, à Bakri, qui est toujours un peu grognon, et puis Benigni, qui est toujours plutôt joyeux. Donc voilà, c'est Platon qui nous dit, dans la vie, il y a les grincheux et les joyeux. Dans son étude, le professeur nous dit qu'il y a donc 50% qui dépendent de notre génétique, 10% seulement qui dépendent de notre environnement. Et ça, c'est assez important, puisque on a souvent tendance à croire que ça vient de l'extérieur, hein, c'est ce que je disais en intro. Et au final, même dans un pays en guerre, vous avez des gens heureux. Même dans des pays où on n'a pas beaucoup à manger, on a des gens heureux. Et c'est vrai que pour être allé dans pas mal de pays où les gens sont très pauvres, c'est souvent là que j'ai vu les gens les plus heureux, et ça a toujours été ma stupéfaction. Donc vraiment, notre environnement a une part, mais elle est minime. Et du coup, la part la plus importante et la plus intéressante pour nous ce soir, c'est nos choix, ce qu'on décide de la vie. Donc 40% du bonheur dépend de nos choix. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le bonheur, on a souvent tendance à dire qu'on ne peut pas être heureux parce qu'on n'a pas assez d'argent, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas assez d'énergie, etc. Mais au final, c'est quand même une histoire de choix. Et on va voir comment un peu après. Et c'est ce que nous dit également Schopenhauer. Il nous dit, l'essentiel pour le bonheur, c'est ce que l'on a en soi-même.
C'est ça qui est, c'est vraiment fondamental de comprendre ça. On a la possibilité d'être heureux. Il y a des méthodes pour ça. On peut être heureux et nous allons voir comment atteindre ce bonheur. Alors, il faut savoir que, en fait, 98% de l'histoire d'Homo sapiens, nous étions des chasseurs-cueilleurs. Nous vivions dans la nature et donc nous avons hérité d'un certain nombre d'éléments de ce passé dans la nature, et notamment le besoin de se préserver, le besoin de survivre dans une nature qui était parfois hostile, avec des prédateurs, avec des conditions de température, etc., qui n'étaient pas favorables, la faim, etc. Et donc, les conditions de vie étaient parfois difficiles, donc on a développé un certain nombre d'éléments dans notre constitution, et notamment des réflexes primitifs. Alors ces réflexes primitifs, vous avez peut-être pu les constater, surtout si vous avez été parent. Chez les enfants, il y a des réflexes primitifs dont on hérite à la naissance. Je vous en ai mis 2, mais il y en a des centaines. Donc un réflexe de succion déjà pour pouvoir se nourrir. Donc ça, c'est inné. Et puis un réflexe de préhension pour pouvoir s'accrocher. Dans la nature, les primates, dès leur naissance, peuvent s'agripper directement à leur mère pour pouvoir être transportés. Et on a gardé ce réflexe de préhension. On a hérité aussi d'autres choses, des émotions. Ces émotions, parfois, elles ne sont pas adaptées. On a parfois des émotions qui nous emportent et qui nous font prendre des mauvaises décisions. Et c'est là où les stoïciens nous apprennent pas mal de choses, puisque leur philosophie, en fait, c'est de contrôler ces émotions par la raison. Alors, ces émotions, en fait, un tout petit quelque chose permet parfois de changer ces émotions. Et on va voir de quelle manière. Déjà, on va voir à quel endroit naissent ces émotions. C'est au niveau du cerveau reptilien que ça se passe. Donc, notre cerveau est, on va dire, divisé en 3 zones. Donc, c'est simplifié, mais c'est évidemment pour comprendre. On a une zone reptilienne, qui est le cerveau de la survie. Et ce cerveau, en fait, est le cerveau des émotions. Les émotions, elles nous ont permis, lorsque nous vivions en tribu, de pouvoir communiquer entre nous, de pouvoir savoir instantanément si on avait peur, si on était triste, savoir si on avait de la joie, savoir si on avait du dégoût lorsqu'on mangeait quelque chose, savoir si on était surpris. Et ça permettait de mieux communiquer entre nous et de mieux prendre sa position dans les tribus. C'était aussi quelque chose d'important d'être en lien, puisque se retrouver seul à cette époque, c'était être voué à une mort certaine. Et je vous avoue que pour moi, qui me retrouve en face de vous, c'est toujours un moment un peu délicat, parce qu'il y a toujours cette émotion, cette peur d'être rejeté. Alors avec la pratique, aujourd'hui, je suis plus à l'aise, mais malgré tout, il me faut toujours un petit temps pour pouvoir me relaxer et pour pouvoir rentrer dans ma conférence. Donc j'espère que vous sentez mon énergie à travers Internet. Mais en tout cas, voilà, petit à petit, je me détends. Donc, ce cerveau reptilien, qu'est-ce qu'il veut? Il veut de l'énergie. Il a besoin d'énergie. Et pour pouvoir trouver de l'énergie, il va utiliser une petite astuce qui est l'émotion. Il va nous donner des plaisirs. Il va en fait, lorsqu'on va par exemple aller chasser, on va avoir le plaisir d'aller chasser et on va avoir le plaisir de faire un effort et surtout le plaisir de la récompense. Plus l'effort sera important et plus le plaisir lié à la récompense sera important. Le problème, c'est que ce plaisir, il est un peu ambigu. Ce plaisir, il peut nous amener à faire des tas de belles choses, à partager un bon repas avec ses amis, à préparer un bon repas, à faire l'amour, à
à faire des tas de choses dans la vie qui nous motivent. Les émotions, ça vient de emovere en latin, ça veut dire faire bouger, faire changer les choses. Et le problème, c'est que lorsqu'on active que le bouton du plaisir, on peut aussi se retrouver dans des addictions. Et ces addictions, ce sont tout ce qu'on souhaite par confort. En fait, on n'a plus l'effort et on a uniquement le confort. Et donc, on va tomber dans certaines addictions, la drogue, la pornographie, ça peut être les jeux, ça peut être la malbouffe, ça peut être la paresse, ça peut être... bref, il y a plein de choses, les séries télé, on s'hypnotise d'une certaine manière, on a notre dose de dopamine sans rien faire. Il vaut mieux d'ailleurs lire un livre, c'est plus actif que de subir en regardant la télévision, par exemple. Là, c'est pas tout à fait pareil parce que là, on est en train d'échanger. Enfin, pour l'instant, c'est moi qui parle, mais après, vous pourrez poser des questions. Donc, vous êtes dans une réflexion et donc vous activez vos récepteurs à sérotonine. Donc, c'est pas de la dopamine et donc ça va vous apporter normalement un bien-être, même si vous le ressentez pas forcément immédiatement. Donc, attention aux émotions, elles sont parfois ambiguës et pour en revenir à Socrate qui disait à Calliclès, si tu te laisses aller à tes plaisirs, ton âme ne sera jamais en paix. Et c'est un petit peu ça. Lorsqu'on tombe dans les addictions, on a effectivement une petite dose de dopamine qui dure quelques minutes, mais ensuite, on retombe dans le mal-être qu'on avait auparavant. Et puis, il y a un cerveau limbique. Le cerveau limbique, celui-là, il est un petit peu différent. Il est propre à chacun en fonction de son histoire, de sa religion, de son vécu, de ses croyances, de ses apprentissages. Et ce cerveau, en fait, va dessiner quelque chose de plus durable, des valeurs, des sentiments. Et ces sentiments, on va pouvoir, ils vont générer des désirs. Ces désirs, soit on n'en a pas conscience et ils vont un petit peu nous diriger, soit on peut décider de changer ces désirs. Et on le verra un petit peu plus tard. Donc on a un cerveau limbique. Si on en est conscient, on va pouvoir dessiner nos désirs. Donc par exemple, fonder une famille en fonction de ses valeurs, on va vouloir être des bons parents, on va vouloir être un bon collègue de travail, on va vouloir monter une entreprise et faire des choses bien par rapport à cette entreprise. On va construire quelque chose qui rentre en cohérence avec ce que nous sommes vraiment. Mais ce cerveau limbique aussi peut, en fonction de notre histoire, nous amener à des choses qui ne sont pas bénéfiques pour nous. Comme par exemple être dans l'illusion du bonheur, l'illusion de la rêverie. Il y a une série en ce moment sur Netflix qui s'appelle Le Jeu de la Dame. Je vous invite à le voir parce que c'est vraiment très chouette. Où c'est en fait une jeune femme, je ne vais pas vous le spoiler, mais c'est une jeune femme qui joue aux échecs et on voit qu'elle devient extrêmement forte parce que ça correspond à son histoire. Et puis c'est aussi Jeffrey Epstein qui est un gars qui était complètement cinglé et qui en fait dans son histoire, dans sa cohérence en fait, trouvait tout à fait normal d'abuser de jeunes filles. Pour lui, c'était normal. Il avait du pouvoir, il avait de l'argent, il se posait aucune question. Voilà, c'était propre à son histoire. Donc, on voit que notre histoire, en fait, peut avoir des conséquences bénéfiques ou néfastes à notre vie. Ensuite, on a un troisième cerveau. Et ce troisième cerveau, c'est le néocortex. Un cerveau qui est très, très intelligent. C'est celui qu'on active lorsqu'on décide. C'est celui de notre conscience. Nous sommes conscients et du coup, nous décidons, nous prenons des décisions et nous avons des comportements qui sont liés à ce néocortex. Il y a ce cerveau, en fait, recherche la raison, cherche une logique, un sens. Et seulement, il dépend aussi de la conscience
de nos choix. Par exemple, sur l'environnement, lorsqu'on a une conscience de ce qui se joue, on va vouloir vivre en harmonie avec la nature, on va vouloir vivre au milieu de la nature et on cherche à trouver un équilibre entre la nature et notre présence sur Terre, entre l'humanité et la nature. Certains ont un autre bon sens et vont décider d'intégrer la nature dans les villes. Donc vous voyez que c'est pas du tout le même point de vue, pourtant c'est deux manières intelligentes de voir les choses, hein. C'est une forme d'intelligence, mais la question à se poser, c'est est-ce que la nature y gagne dans tout ça? Et pour ça, ça va dépendre de nos connaissances qui vont nous permettre de faire les bons choix. Parce que bien sûr, le bon sens, comme disait Descartes, tout le monde en a un. Le bon sens est la chose la mieux partagée du monde et chacun pense en être bien pourvu. Autrement dit, on a tous un bon sens et ce qui est juste pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Schopenhauer nous dit quelque chose d'un peu similaire. Il avait en tête que une partie de notre... en fait, il avait en tête que tout passait de la souffrance à l'ennui. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer simplement. La souffrance, en fait, c'est lorsqu'on n'a pas quelque chose. On désire quelque chose et tant qu'on ne l'a pas, on a un manque et donc on est dans la souffrance. Par exemple, on est amoureux de quelqu'un, cette personne n'est pas amoureuse de nous, on a un manque, on est dans la souffrance. Lorsqu'on est avec cette personne, au début, on a beaucoup de désirs et on est dans un état amoureux. Et puis, petit à petit, en fait, on n'a plus de désir et on va tomber dans l'ennui. Donc, on va se mettre à désirer d'autres choses. Et je dis bien choses parce que Schopenhauer, en fait, oublie un certain paramètre. Pour lui, en fait, l'amour, c'est l'amour en tant qu'objet. L'être aimé est un objet. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec lui, parce que pour moi, on peut très bien vivre 50 ans avec la même personne et ne pas s'ennuyer. On peut, au contraire, progresser dans l'estime qu'on se porte et dans l'amour qu'on porte à l'autre. Il peut y avoir un chemin. Donc, je ne suis pas d'accord avec Schopenhauer, mais c'était important d'en parler parce qu'il y a une vidéo qui a été virale sur Internet par André Comte-Sponville et qui semblait dire que de toute façon, on ne pouvait pas être heureux puisque lorsqu'on n'avait pas ce qu'on souhaitait, on était dans la souffrance, et puis lorsqu'on avait ce qu'on souhaitait, ben finalement on était dans l'ennui. Donc on basculait de la souffrance à l'ennui et que finalement on n'était jamais heureux. Chose à laquelle je n'adhère pas du tout, et vous allez comprendre pourquoi. Une phrase importante d'Épictète, donc qui était un stoïcien, nous dit « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements que les hommes portent sur les choses. » C'est-à-dire que lorsqu'il nous arrive quelque chose dans la vie, il peut nous arriver des choses terribles, et on peut très bien apporter un jugement sur ces choses. On peut très bien décider de l'amplitude de l'impact que ça a sur nous. J'ai souvenir de 2 enfants qui jouaient sur la plage et ils faisaient des châteaux de sable. Et il y a un enfant et puis à un moment, il y a une vague qui vient et qui emporte les châteaux de sable. Il y a un enfant qui a eu une réaction toute simple. Il est allé dans les bras de sa maman en pleurant, en disant que c'était une catastrophe, que son château était effondré et il était en pleurs. Et puis le deuxième enfant, lui, au contraire, ça l'avait amusé et il disait « Ouais, encore plus fort !» Et il invoquait les dieux en disant « Je vais en construire un plus grand !» Et du coup, en fait, on voit que d'un même événement, il peut se transcrire différemment selon la personne. Donc, je vous invite, dans les choses qui vous arrivent dans la vie, à prendre un petit peu de recul par rapport à ces choses, même lorsque ce sont des choses douloureuses,
Parce que on peut très bien utiliser des choses qui nous rendent malheureux et justifier en fait les raisons de notre malheur. Par exemple, dire bah, comment veux-tu que je sois heureux puisque de toute façon, tu vois bien mon état de santé, tu vois bien par exemple, j'ai perdu quelqu'un, comment veux-tu que je sois heureux? Et en fait, ça, c'est pas tout à fait juste. Moi, je suis quelqu'un de profondément heureux, je me sens heureux et ça n'a pas été toujours le cas. Et pourtant, ça ne m'empêche pas d'être triste. Il n'y a pas longtemps, j'ai perdu un ami qui m'était cher, ça faisait 20 ans que je le connaissais, et ça m'a mis dans une profonde tristesse. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir un état global de bonheur. Donc, il ne faut pas confondre l'état émotionnel et l'état sentimental. Je suis dans un état sentimental qui est le bonheur. Je suis dans un état émotionnel qui peut être la tristesse à un moment donné. Et puis, et puis après, les choses évoluent. Les choses, on fait son deuil, on grandit de ces expériences. Et puis, il y a une étude d'ailleurs qui montre la même chose, qui montre deux situations. Quelqu'un qui gagne au loto et puis un autre qui se retrouve en chaise roulante. Donc, celui qui gagne au loto pendant 6 mois, il est plutôt très heureux. Mais en fait, il revient à son état de base et même parfois, il est encore plus inquiet parce qu'il a plus d'argent. Donc, s'il était anxieux avant, il est encore plus anxieux après. Donc, c'est un événement extérieur qui passe finalement. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur et c'est vrai. L'argent, en fait, permet de faire des choses et si ces choses sont en cohérence avec ce que l'on est, ça va avoir du sens. Si on était malheureux avant de gagner au loto, on sera malheureux après avoir gagné au loto. La deuxième personne, elle, se retrouve en fauteuil roulant et alors là c'est un peu plus long, pendant 2 ans, elle se retrouve effondrée, la vie n'a plus de sens, elle est désespérée. Et puis petit à petit, en fait, elle retrouve du sens à sa vie et finalement, elle remercie la vie de lui avoir apporté ce malheur parce que ça lui a permis d'obtenir différentes choses. Donc vraiment, c'est important de prendre du recul, d'avoir du discernement sur les choses qui nous parviennent dans la vie. On a du mal parfois à comprendre ce qui nous arrive dans la vie. J'ai moi-même eu des choses terribles. J'ai perdu ma femme, j'ai perdu mon père, mon beau-père à qui je tenais énormément. J'ai eu des moments difficiles aussi dans mon travail, dans mes amours. Et pourtant, ça ne m'a pas empêché d'être heureux. Et au contraire, ça m'a même permis de connecter tous ces événements et de comprendre en fait ce qui était essentiel pour moi dans la vie et de comprendre la valeur de la vie d'une certaine manière. Alors, donc comme je vous ai dit, on a ces 3 cerveaux, le reptilien, le limbique et le néocortex. Alors, pardon, parce que les lieux où c'est situé, le trip, cœur et tête, ne sont pas tout à fait exacts. C'est plus au niveau énergétique. Le reptilien, c'est dans les tripes que ça se passe quand il nous arrive une émotion. Le limbique, c'est dans notre cœur, nos sentiments. Et le néocortex, c'est la tête. On est très intelligent, très rationnel. Et dans ces 3 cerveaux, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Le reptilien, c'est le cerveau des plaisirs. Le limbique, c'est le cerveau des désirs. Le néocortex, c'est le cerveau de la logique, du sens, de la raison. Et tous les 3 vont jouer un rôle à un certain moment. Alors, je vous demande juste une petite seconde. Je vais boire un petit peu, ça va vous faire du bien aussi. Voilà, wow, super. Vous pouvez mettre des commentaires, hein, vous pouvez me charrier. Vous pouvez commenter au fur et à mesure et puis on lira tout à l'heure un petit peu les questions et j'y répondrai. Donc, je disais, on a 3 cerveaux qui ont une utilité différente. Et ça va dépendre des événements. Par exemple, si vous avez un accident de voiture,
l'émotion, la réaction qui va venir du cerveau reptilien, c'est peut-être de mettre un coup de pied dans votre voiture. Ça n'a aucun sens, ça ne fera pas avancer votre voiture, ça va juste vous décharger de votre émotion reptilienne, mais ça ne changera pas la situation. La bonne réaction à avoir dans cette situation, eh bien, c'est de patienter, de prendre son téléphone et d'appeler un dépanneur. Et c'est ce qu'on appelle une réaction rationnelle. Donc, dans ce cas, le néocortex est à utiliser. Mais dans certaines situations, c'est l'inverse. Par exemple, si votre maison prend feu, là, c'est pas le moment d'être réfléchi, posé, calme. C'est pas le moment de se dire ah ben de toute façon on est assuré, donc c'est pas grave. Non, non. Là, c'est le moment d'avoir peur et de prendre ses jambes à son cou. Donc là, à l'inverse de la situation précédente, là, c'est le reptilien, c'est la réaction émotionnelle qui va faire que vous allez vous échapper de votre maison en flammes. Et ça, c'est une petite distinction que j'ai avec les stoïciens. En fait, les stoïciens, eux, disent qu'il faut prendre chaque émotion et contrôler ses émotions et agir avec la raison. Alors, c'est en partie vrai, mais on voit bien que dans cet exemple, ça sert à rien d'essayer de contrôler ses émotions. De toute façon, les émotions, elles jaillissent et on ne peut rien y faire. On peut apprendre à les apprivoiser, mais il ne faut pas leur trancher la tête. Alors, on a donc dans ces trois cerveaux des contradictions. Chaque cerveau, si on n'en a pas conscience, nous font agir différemment, créer des contradictions dans notre vie. Je vous parle de ça parce que 95% de nos pensées sont inconscientes. La plupart de nous n'ont pas conscience de ce qui se joue dans notre esprit. Et c'est pour ça que ce soir, ça me paraissait important de regarder cet aspect de la biologie pour mieux comprendre ce qui se joue à l'intérieur de nous, mieux comprendre ces 95% de pensées qui sont inconscientes. Donc, je vais vous donner quelques petits exemples. Par exemple, vous pouvez aimer la nature. Vous pouvez être un adepte des promenades en forêt, vous pouvez aimer la nature, mais vous pouvez également avoir une émotion de colère au fond de vous, qui peut être liée à votre histoire, liée à quelque chose qui n'est pas réglé dans votre vécu. Et du coup, vous allez peut-être devenir militant, vous allez peut-être devenir en colère, et ça va venir justifier votre mal-être, ça va venir justifier votre colère. Et vous aurez beau être un amoureux de la nature, peut-être que votre comportement ne sera pas adapté à ce que souhaite la nature. Ce comportement sera adapté à ce que vous souhaitez vous. Et c'est là toute la différence, en fait. La nature, elle n'a pas besoin de l'humain en colère. La nature, elle a besoin de nous sages, d'un humain sage. Pardon, j'ai rien contre Greta Thunberg, hein, mais c'est simplement pour imager mon exposé. Je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, vous pouvez avoir envie de devenir un champion de sport et puis avoir une émotion d'apathie, de tristesse, être un peu las. Et du coup, il y a peu de chances pour que vous deveniez un champion, à moins que vous deveniez un champion de télévision avec du sport à la télé. Donc, vous voyez l'importance de l'émotion. On peut citer d'autres exemples, comme par exemple la volonté de se mettre en couple. Dans vos valeurs, vous avez peut-être envie de fonder une famille, de trouver l'être aimé. Je pense à une personne qui nous regarde ce soir, qui a vraiment envie de se mettre avec quelqu'un dont elle est amoureuse. Mais parfois, on peut aussi avoir une émotion de peur dans le fait de se mettre en couple. Parce qu'on a, par exemple, vécu une histoire précédente qui était un peu douloureuse, une histoire qui nous a blessés. Et tant qu'on n'a pas résolu cette histoire, tant qu'on n'a pas fait la paix avec cette histoire, eh bien, on va être pris par cette émotion de peur. On dit, d'ailleurs très souvent, on entend, l'amour se termine mal
l'amour ça fait mal, etc. Alors que c'est pas forcément juste. Et du coup, le comportement, ça va être par exemple d'aller sur Tinder ou d'aller sur les applications de sites de rencontres. C'est très confortable, c'est très rassurant et ce sont en général des moyens de rencontrer effectivement des personnes, mais souvent on va rencontrer des personnes qui sont comme nous dans un état plus ou moins de détresse. Alors il y a des très belles rencontres qui se font sur ces applications, mais en toute honnêteté, on rencontre souvent des personnes qui n'ont pas forcément envie de s'investir et qui ont simplement envie de quelque chose d'instantané. Un autre exemple, c'est par exemple le fait de vouloir un corps superbe, extrêmement musclé, mais si on a une émotion de tristesse, par exemple, eh bien, on va se jeter, par exemple, sur un pot de Nutella ou sur de la malbouffe ou des drogues, et du coup, on va avoir un comportement qui ne va pas être compatible avec le fait d'avoir un corps bien dessiné. C'est pas mon souhait, mais voilà, c'était une forme d'exemple. Chuang Tzu, un des fondateurs du taoïsme, nous dit que trembler de peur, déborder de joie, c'est agir sans connaître le but de ses actions. En fait, il nous dit que par les émotions, en fait, si on laisse les émotions nous contrôler, on va agir d'une mauvaise manière. Et ça nous met déjà sur une bonne piste. En fait, il faut utiliser les émotions comme un moteur et pas comme un volant. C'est-à-dire qu'il faut utiliser les émotions pour pouvoir avoir l'énergie de faire les choses, mais si on utilise la mauvaise énergie, si on utilise la mauvaise émotion, l'énergie ne sera pas au rendez-vous. Si on veut protéger la nature avec de la colère, on n'y arrivera pas. Si on veut fonder une nouvelle société avec de la colère, on va fonder une autre société pleine de colère. Notre société actuelle, notre société consumériste, elle est fondée sur la peur. On a peur de manquer. Et donc, du coup, comme on a peur de manquer, on consomme un peu de manière compulsive. Le problème, c'est que le cerveau reptilien, il est insatiable. Donc, sitôt que vous ayez acheté le dernier sac à main à la mode ou la dernière voiture qui est censée vous rendre plus séduisant, eh bien, vous allez revenir à cette peur ancestrale, et c'est une peur, en fait, de mourir. On a peur de mourir sans avoir... on a peur de mourir tout simplement. Et du coup, on pense que de posséder des choses, ça nous éloigne de la mort. Ça nous donne une sorte de contrôle sur la mort. Du coup, l'idée, en fait, c'est de coordonner nos trois cerveaux. De coordonner ce cerveau de la survie, ce cerveau de l'être et ce cerveau de la décision. Mais pour pouvoir le coordonner, il faut déjà avoir conscience, il faut que ce soit fluide en fait. Il faut qu'il y ait une communication entre ces trois cerveaux. Il faut que chacun puisse s'exprimer, et c'est le problème en fait. Souvent, le cerveau, le néocortex, a tendance à ne pas écouter les autres cerveaux en dessous et se dit non, mais moi je sais, je décide, c'est moi qui sais tout, et en fait, il ne sait que 5% des pensées. Donc, l'idée, c'est déjà de comprendre ce qui se passe à chaque étage. Et parfois, il y a un traumatisme, une peine de cœur, par exemple, un deuil, un événement traumatique dans notre enfance. Parfois, notre intégrité a été blessée, malmenée, violentée. Et ce traumatisme, en fait, va empêcher la bonne communication entre nos cerveaux. Et du coup, on va se retrouver dans une recherche insatiable de plaisir instantané. Lorsque par exemple, on a des addictions, c'est très souvent là que ça se passe. Lorsqu'on a un désir, lorsqu'on a des addictions à l'alcool, à la pornographie, etc., c'est très souvent parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas résolu au fond de nous. Donc la première chose à faire, c'est de sonder ces traumatismes, de sonder ce qui s'est joué dans notre histoire. Un autre élément, c'est l'illusion. Souvent, j'entends des personnes me parler
d'un fonctionnement un petit peu merveilleux. Il y a une forme de pensée magique, il n'y a qu'à Faucon. Et ils vivent dans une sorte de rêverie où tout est beau, tout est formidable. Alors, c'est très bien d'être utopiste. Je suis moi-même un utopiste. J'ai la foi en certaines choses, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une part de raison dans tout ça. Ça ne veut pas dire que ce sont des choses impossibles. Par exemple, si vous voulez battre Raphaël Nadal à Roland-Garros, vous êtes complètement dans l'illusion. Il y a peu de chances pour que ça arrive. Donc, donc c'est très important de fonder cette harmonie entre ces cerveaux sur la vérité. Et c'est ce que nous dit Spinoza. Il nous dit, par la raison, je dois mettre de l'ordre dans mes affects. Par la raison, je dois mettre de l'ordre dans mes affects. Ça veut dire que par un travail personnel, je dois permettre à chacun de mes cerveaux de se coordonner, de ne plus avoir ces contradictions, de ne plus avoir ces tiraillements. Alors, je pourrais vous donner tout un tas de tuyaux, en fait, en quelque sorte, vous dire d'éviter la dopamine qu'on trouve dans le sucre, la drogue, l'alcool, toutes les addictions, dans la pornographie, etc. Je pourrais vous dire aussi de quitter vos relations toxiques. Je pourrais vous dire de favoriser ce qui vous rend heureux, d'avoir un compteur à bonheur, de vous rappeler des choses qui vous font du bien, de vous mettre en lien, tout ça, mais en préparant ce live, je me suis dit, bon, c'est très bien, mais finalement, je vais les noyer d'un tas de choses à faire et ils ne sauront pas forcément quoi retenir. Peut-être qu'ils ne retiendront pas parce que ça fait beaucoup de choses à retenir. Et vous allez peut-être le retenir jusqu'à demain, après-demain, et puis ça va passer, et puis vous allez reprendre vos habitudes. Donc, il y a une chose à retenir, c'est quand même la méditation. En tout cas, je pense que c'est quelque chose de très porteur. C'est quelque chose qui va vous permettre de coordonner ces trois cerveaux. Je vais passer là-dessus. Donc, l'idée, c'est d'avoir un alignement. Cet alignement, il est fondé sur l'apaisement, c'est-à-dire sur le fait de sonder ces traumatismes et de faire un travail dessus, de pouvoir apaiser ces traumatismes, et il doit être fondé sur la vérité. La vérité, c'est-à-dire ce qui est juste, ce qui rentre en cohérence entre votre vie et votre environnement, et pas sur l'illusion. C'est important de le fonder sur la vérité, pas sur l'illusion. Cet alignement va nous permettre de savoir ce qu'on veut, ce que l'on souhaite vraiment. Et s'il y a une chose à retenir ce soir, c'est de savoir ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie? Tant qu'on n'a pas répondu à cette question qui est intime, qui est personnelle, eh bien, rien n'arrivera réellement et on ne trouvera pas les clés du bonheur. C'est pour ça que je ne voulais pas vous donner des tas de choses à faire, c'est que j'essaie de synthétiser pour que ce soit le plus facile pour vous. Vous pourrez le marquer sur la vitre de votre salle de bain. Qu'est-ce que je veux vraiment? Pour moi, après les difficultés que j'ai rencontrées dans ma vie, je me suis demandé ce qui allait pouvoir me rendre heureux dans la vie. J'avais perdu la personne avec qui j'étais très amoureux, avec qui on avait une vie vraiment harmonieuse. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et je pense à la femme de mon ami que j'ai perdue. Et je pense qu'elle est dans un moment qui est terrible. Mais j'ai vraiment envie de lui dire qu'il y a de l'espoir, que même des événements difficiles peuvent nous permettre de trouver des belles choses dans la vie. Et donc, pardon, j'ai fait une petite digression. Simplement, qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie? Ce que je veux vraiment, pour moi, c'était pas ni voyager, ni faire des tas de choses exceptionnelles. Ce que je voulais, c'était apporter du bonheur autour de moi. Je sentais que mon chemin, malgré ma vie chaotique, malgré toutes les épreuves que j'avais rencontrées, pouvait servir d'exemple. Elle pouvait montrer que je pouvais être heureux malgré toutes ces difficultés. Et il me semble que c'est ma voie. Il me semble que c'est ce pourquoi je suis fait. Et ce soir, le fait de vous présenter ce live
pour moi, c'est un réel bonheur. C'est très difficile parce qu'au départ, j'ai une estime de moi déplorable. Il a fallu que je travaille pour moi pour pouvoir être en face de vous ce soir et pouvoir vous parler avec ce que je suis vraiment, malgré mes complexes que j'avais autrefois, malgré ma manière un peu parfois bégayante de parler, malgré mes défauts de langage. Voilà, donc voilà, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de communiquer sur ma vie et faire en sorte que ça vous inspire, faire en sorte que ça vous donne la bonne émotion, la bonne énergie pour pouvoir être heureux. Donc vraiment, s'il y a une chose à retenir ce soir, c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Tant que vous n'aurez pas répondu à cette question, vous ne pourrez pas trouver des pistes du bonheur. Et c'est ce que nous dit Sénèque, il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Rien n'arrive de bon à celui qui erre en fait dans la vie. C'est aussi ce que nous dit Spinoza. Il nous dit que tout être vivant fait un effort pour progresser dans son être. J'adore Spinoza. Je trouve que c'est un génie. Il avait compris plein de choses bien avant les Lumières, dans un contexte où c'était tout à fait transgressif de penser de cette manière. La religion était omniprésente et sortir du dogme religieux, c'était prendre le risque d'être excommunié. D'ailleurs, c'est ce qui lui est arrivé. Donc, j'ai vraiment une fascination pour Spinoza. Et donc, il nous parle de cet effort pour progresser dans son être. Et il appelle ça le conatus. Le conatus, c'est l'effort en latin. Et finalement, nous avons tous un effort pour savoir ce que nous sommes et pour savoir où nous allons. Et pour ça, c'est très facile en fait. Lorsqu'on est dans cet effort, on est dans la joie. Lorsqu'on n'est pas dans cet effort, on est dans la tristesse. Donc il suffit de sonder l'émotion à travers ce que l'on fait. Chaque matin, quand vous allez au travail, demandez-vous si ce que vous faites vous rend joyeux ou triste. Si jamais ça vous rend triste, alors c'est que vous n'êtes pas dans cet effort de vie et que en fait vous êtes dans une sorte d'hypnose, vous êtes dans une sorte de latence et donc pensez à changer de travail, pensez à trouver l'activité qui vous rendra heureux. Je parle du travail, mais c'est dans tout, c'est dans les relations d'amitié, les relations amoureuses. Qu'est-ce qui se joue? Est-ce que vous ressentez de la joie ou de la tristesse? Ça, c'est un indicateur. Mais par contre, ce n'est pas cet indicateur qui va vous faire changer les choses, qui va prendre le contrôle. Si vous êtes triste, si vous êtes par exemple énervé par votre travail plutôt, ça sert à rien de rouspéter au travail. Il vaut mieux se dire, bon, ce travail ne me rend pas heureux, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir changer de travail? Et puis, je voulais enfin vous parler de Chuang Tzu, et je terminerai là-dessus. Chuang Tzu nous dit, Chuang Tzu nous parle, donc, et Chuang Tzu est à l'origine du taoïsme, et il nous dit des choses qui ont beaucoup de sens aussi. Il nous parle du lâcher-prise. Et le lâcher-prise, c'est quelque chose qui est à la fois très facile à dire et qui est très difficile à faire. Mais parce que ça demande un entraînement. Ça demande un entraînement pour lâcher prise. C'est pas quelque chose qui est inné, le lâcher prise. C'est même contre-intuitif. Et ce lâcher prise, pour pouvoir nous l'expliquer, il prend l'exemple de quelqu'un qui voudrait traverser une rivière. La personne veut traverser la rivière et elle a deux moyens d'y arriver. Donc, elle souhaite aller sur la berge en face. Et donc, soit elle se muscle, tout ça, elle s'entraîne pour pouvoir nager fortement et puis traverser la rivière en espérant atteindre l'autre berge. Mais si le fleuve est trop fort, en fait, il va se faire engloutir. Et l'autre méthode, la méthode taoïste, c'est le lâcher-prise, c'est-à-dire de ne pas chercher à tout prix à rejoindre l'autre berge, mais à avoir suffisamment confiance
dans ce que souhaite la vie, qui va de toute manière nous amener quelque part, qui sera un meilleur endroit que ce que nous avions prévu auparavant. Et donc l'idée, c'est de garder son énergie pour surnager, pour éviter les rochers dans la rivière, pour juste se maintenir à flot. Et ça, d'ailleurs, les maîtres nageurs vous le diront, si vous êtes emporté par le courant, ça ne sert à rien de nager contre le courant, vous n'y parviendrez pas, c'est comme ça que vous allez vous épuiser. Ils nous disent au contraire, laissez le courant vous emporter, et à un moment, vous allez pouvoir vous extraire du courant et vous allez pouvoir rejoindre la rive. Eh bien, c'est ça, en fait, la philosophie taoïste, c'est de faire suffisamment confiance dans la vie pour savoir qu'elle va nous apporter quelque chose, qu'elle va pouvoir nous apporter quelque chose qui est bénéfique pour nous, même si c'est parfois d'une manière qui ne nous correspond pas, qui semble ne pas nous correspondre. Quand j'étais étudiant, j'ai loupé mon concours de médecine, j'étais effondré parce que j'avais travaillé comme un dingue, et vraiment, je me disais, mais c'est pas possible, quoi. J'ai tellement travaillé, j'ai tellement fourni d'efforts. Qu'est-ce que je vais devenir? Je vouais ma vie vraiment à la médecine. Et puis, en fait, avec du recul, je me dis, mais quelle joie! Heureusement que j'ai loupé ce concours parce que ça m'a permis de faire beaucoup plus de choses que si j'avais été simplement médecin. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus heureux que si j'avais été médecin. C'est un chouette métier, un médecin, mais je pense que finalement, ça ne me correspondait pas tant que ça et que j'avais d'autres choses à faire dans ma vie. J'avais d'autres choses à découvrir et je les ai découvertes que plus tard. Donc, c'est vraiment un lâcher-prise par rapport aux événements de la vie et de se dire, OK, tout ce qui arrive, ça a du sens. Tout ce qui arrive, même si je n'arrive pas à percevoir ce sens, tout ce qui arrive a du sens. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut laisser faire. Non, il faut garder un petit peu de contrôle. Contrôle, c'est peut-être pas le bon mot. Il faut garder un petit peu d'énergie pour pouvoir faire des choix. La vie nous demande ce que l'on souhaite dans la vie. Vous vous rappelez, je vous ai dit, qu'est-ce que vous voulez vraiment dans la vie? En fait, c'est la vie qui nous questionne. Qu'est-ce que l'on veut vraiment? Et lorsqu'on a fait ce choix, en fait, la vie va nous apporter tout un tas d'éléments pour nous amener vers notre objectif. Et donc, il faut faire très attention à ces choix. Si vous voulez devenir célèbre, eh bien, il va falloir accepter tous les maléfices de la célébrité. Je pense que les Kim Kardashian et Aya Nakamura, tout ça, ok, peut-être qu'elles ont plein d'admirateurs et que ça donne l'impression de l'extérieur qu'elles sont admirées, adulées, aimées, mais en réalité, elles sont. Je suis sûr qu'au fond d'elles, il y a une forme de tristesse et en tout cas, elles ne peuvent pas faire la plupart des choses que nous faisons. Elles peuvent pas aller au cinéma comme ça, elles peuvent pas embrasser n'importe qui dans la rue, elles peuvent pas faire des activités toutes simples, elles peuvent pas sortir acheter le pain décoiffé, enfin voilà. Donc c'est beaucoup de contraintes. Donc faites attention à vos choix parce qu'ils vont, si selon vos choix, la vie va vous répondre. Donc moi, mon choix, comme je vous l'ai dit, c'était de devenir conférencier, mais je dirais même explorateur d'avenir. J'aime bien ce terme. Explorare en latin, ça veut dire porter la lumière. Donc j'aime bien ce terme d'explorateur. Même si je suis pas aussi brillant qu'un Mike Horn, je suis pas de cette trempe-là, mais voilà, j'aime bien le terme d'explorateur. Après, le bonheur, c'est subjectif. Ce qui, moi, me rend heureux ne l'est pas forcément pour vous. Vous avez quelque chose qui vous est propre. Donc, c'est à vous de sonder ce qui va vous rendre heureux. Voilà, donc, qu'est-ce que j'attends pour être heureux? Eh bien, je vous dirais de retenir 3 choses simples, 3 choses synthétiques. Tout d'abord, d'identifier et de résoudre vos contradictions pour avoir la bonne émotion. Tant que vous n'aurez pas la bonne émotion, vous ne pourrez pas agir de la bonne manière. Ou en tout cas, si vous n'avez pas la bonne émotion, peut-être que vous ferez des choses, mais ça vous ramènera à votre point de départ. Je prends par exemple l'exemple de quelqu'un qui voudrait devenir patron du CAC 40, devenir un patron avec beaucoup d'argent, beaucoup de responsabilités, beaucoup de pouvoir, etc.
Bon, c'est très bien. Peut-être qu'il va, à force de travail, il va y parvenir et peut-être qu'il aura beaucoup d'argent, etc. Mais s'il le fait avec une émotion de revanche, par exemple, de colère, pour prendre sa revanche sur la vie, peut-être qu'il était pauvre autrefois, eh bien, il va se retrouver probablement avec des contraintes liées à son métier qui sont peut-être ne pas voir sa famille suffisamment, ne pas voir ses amis, ne pas profiter de la vie de la bonne manière. Donc c'est très important d'avoir la bonne émotion, d'avoir une émotion de joie au fond de vous qui va vous donner le punch, qui va vous donner l'énergie pour pouvoir réaliser ce qui vraiment vous correspond, ce qui va vous rendre heureux. La deuxième chose, comme on a dit, c'est d'avoir une vision claire de ce que nous voulons pour avoir la bonne direction. Savoir ce que l'on veut va nous permettre d'éviter les écueils, va nous permettre de naviguer dans la vie et de savoir ce qui nous fait du bien et ce qui nous est néfaste. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer à un moment dans la vie. On peut vouloir quelque chose et puis après se dire, bah non, finalement, c'est pas tout à fait ça, c'est autre chose. Ça peut évoluer tout ça. Mais en tout cas, c'est important d'avoir des jalons, d'avoir des choses sur lesquelles vous pouvez revenir lorsque vous serez dans un moment difficile, lorsque vous serez dans le doute. C'est la raison pour laquelle les bonnes résolutions du Nouvel An ne tiennent jamais, en fait. On dit qu'on veut arrêter de fumer, qu'on veut faire du sport, etc. En général, ça tient une semaine, mais finalement, ça tient pas plus que ça, parce qu'il n'y a pas la vision claire derrière. On se pousse au lieu d'être attiré par des choses. Et c'est beaucoup plus facile d'être attiré vers un objectif que de se pousser constamment à faire des efforts, à avoir la ténacité pour pouvoir réussir à quelque chose. Ça, c'est harassant. Donc, il vaut mieux avoir un objectif clair pour pouvoir le suivre. La troisième chose, c'est d'avoir foi dans la vie pour avancer avec courage, pour avancer avec du cœur. C'est important parce que lorsque vous rencontrerez des moments difficiles, il faut vous dire que la vie a toujours un plan. Je le constate sans arrêt autour de moi et j'ai rencontré beaucoup de gens qui réussissaient leur chemin de vie et à chaque fois j'ai pu le constater, ce sont des gens qui ont une foi absolue dans ce qui va leur arriver. Et ça leur permet de tenir dans les moments difficiles, ça leur permet de passer n'importe quelle difficulté. Et même ce qui nous paraît impossible, la vie fait toujours en sorte de trouver un petit chemin pour nous faire parvenir à ce que l'on souhaite. Voilà, j'espère avoir été clair et je vous remercie de votre attention, je vous remercie de vous être connecté, je vous remercie de me faire confiance, ça me rend vraiment heureux pour le coup. Et maintenant, c'est à vous de me soumettre vos questions et puis j'espère qu'on va pouvoir partager ensuite à nouveau ensemble. Donc vous pouvez me marquer vos questions et puis je vais tenter d'y répondre. Merci en tout cas de votre attention. Merci infiniment. Je vais boire un peu maintenant. Alors, il y a beaucoup de choses. Alors oui, le bonheur, c'est effectivement plus un chemin qu'un objectif à atteindre. Hein. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Hein. On est sur le chemin du bonheur. On apprend à être sur le chemin du bonheur. Alors, je vais essayer de lire. Pardonnez-moi parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors, essayer de se renseigner, s'approcher au maximum. Alors, j'essaie de voir vos questions. Il y a des choses assez longues. Est-ce qu'il y a une différence entre le lâcher-prise et la foi, Yann-Éric Bourgeois? Est-ce qu'il y a une différence entre le lâcher-prise et la foi? Je crois qu'il y a quelque chose de similaire, effectivement. Le lâcher-prise, c'est peut-être plus interne. La foi, c'est peut-être plus externe. Le lâcher-prise, c'est se débarrasser des choses qui nous retiennent, des croyances que nous avons. Par exemple, nos parents qui nous ont toujours dit que nous n'étions pas parfaits, que
ou qui ont pu nous dévaloriser, ou alors qui nous ont dit de ne pas parler aux inconnus. Bref, tout un nombre de croyances sur lesquelles il faut lâcher prise. Il faut un petit peu revenir à quelque chose de... Il faut avoir du discernement, comme nous dit Spinoza. La foi, c'est quelque chose d'externe. C'est plus un guide, une philosophie. Donc, c'est un apprentissage externe qui va nous aider à lâcher prise. Christian Durand, c'est l'inverse. L'assassin. Alors, j'ai arrêté de fumer il y a 20 ans. Bravo, Angela, et merci de me suivre. Merci, je sais que tu étais à la réunion. Alors, j'essaie de lire, je suis tout à fait d'accord. La vie a toujours un plan, il faut arriver à lui faire confiance, surtout dans les moments difficiles, lorsqu'on a l'impression que tout nous échappe. Effectivement, Maud, tu as raison. Avoir la foi, c'est ça, c'est croire que ça va arriver. Mais c'est ce qu'il y a de marrant avec la foi. Je ne parle pas forcément de la foi religieuse, je parle de la foi dans une philosophie. Ce qui est amusant, c'est qu'à partir du moment où on ouvre la porte, on se prend un courant d'air, en fait. C'est ça qui est très drôle, c'est que à partir du moment où on commence à faire confiance à la vie nous donne des tas de signes pour nous dire « c'est là la voie, fais confiance, continue ». Alors parfois, c'est l'inverse, parfois il y a des pots de banane. Parfois, la vie nous dit « mais t'es sûr que tu voudrais pas revenir à tes anciens travers, tes anciennes addictions? T'es sûr que ça te tente pas ?» Donc ça, c'est pour aussi nous tester, pour savoir si vraiment c'est ce que nous avons envie. J'ai un très bon indicateur pour ça. Quand je fais un projet d'entreprise, un projet humanitaire, un projet divers, ou même une rencontre avec quelqu'un, j'observe toujours les signes. Et ces signes, ils arrivent à me dire si je suis dans le sens du courant ou en sens inverse. C'est assez intéressant. Quand on fait des projets, il y a des difficultés. Ça, c'est évident. Mais est-ce qu'il nous faut un petit peu d'énergie pour résoudre des grandes difficultés, ou est-ce qu'il nous faut beaucoup d'énergie pour résoudre des toutes petites difficultés? Et ça nous dit si on est dans le sens du courant ou en sens inverse. Et si jamais on est toujours à ramer, toujours à se dire « oh là là, mais pour ce moindre petit truc, j'ai de la paperasse, tout est compliqué, tout ça », alors c'est que la vie nous dit quand même que c'est peut-être pas un bon projet pour nous. Donc observer le sens du courant, ça c'est un bon moyen de savoir si ce qu'on entreprend est fait pour nous ou pas. Tac, tac, tac. Synchronicité, c'est le top, il y a plein. Alors, je n'arrive pas à tout lire. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que je suis dans le bon... Bonsoir, Gabriel Marie. Tac, tac, tac. Alors... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles je peux répondre? Peut-on gérer la peur? Cette peur qui nous fait fuir le bonheur, nous demande Christophe. Peut-on gérer la peur? Cette peur qui nous fait fuir le bonheur. Alors effectivement, la peur et l'amour sont des antagonistes. Là où il y a de la peur, il n'y a pas d'amour. Donc effectivement, c'est important de canaliser cette peur. Mais déjà, il faut comprendre qu'il y a deux types de peur. Il y a la vraie peur et la fausse peur. Il y a la vraie peur qui nous avertit d'un danger, qui nous dit « attention, ça, c'est pas bon pour toi ». Et donc, celle-là, il faut l'écouter. Elle est intuitive. Donc, c'est une peur qui nous prend un petit peu jusqu'au bas du dos. Et puis, il y a la peur qu'on invente, qu'on se crée. C'est la peur qu'on se fait lorsque on se promène dans une forêt et on s'invente des tas d'histoires sur des pendus, etc. Bref, c'est une peur qu'on invente, c'est une peur créative. Et cette peur-là, effectivement, il vaut mieux la laisser de côté.
ta question, c'est de savoir si on peut la gérer. Oui, on peut très bien avoir un apprentissage pour ça. On peut très bien, petit à petit, contrôler ça. J'étais en train de réfléchir à un exemple et j'ai un exemple parfait qui me vient en tête. J'avais un peu peur des serpents. Et une fois, je rencontre une fille en Indonésie et il y a un serpent qui me passe entre les jambes. Et je fais un bond et j'avais le cœur qui battait à fond la caisse. Et la fille attrape le serpent par la queue et elle le prend comme ça, elle le regarde. Et moi, je me dis, mais elle est folle, quoi. Et en fait, je la connaissais depuis très peu de temps, je la connaissais depuis 1 heure. Et donc, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Et en fait, elle m'explique qu'elle est passionnée des reptiles et qu'elle sait très bien ce qu'elle fait. Et donc, du coup, elle prend le serpent par la queue, elle le regarde, elle dit, oh, il est magnifique et tout ça. Et j'ai compris que cette peur pouvait être contrôlée. En fait, on a une peur immédiate qui amorce notre fuite éventuellement, si vraiment il y a un danger. Mais ensuite, notre apprentissage nous fait dire si vraiment on doit partir en courant ou si on peut se détendre. Donc, on peut la gérer un petit peu et plus on travaille, plus on va gérer tout ça. Donc oui, on peut gérer cette peur. Tout à fait, Christophe. Gabriel, pas de question pour moi, ça résonne bien mon parcours actuel. C'est bien d'entendre aussi des mots validant mes ressentis. Merci, c'est chouette si ce que j'ai dit résonne en toi, mais je m'en doutais un petit peu, Gabriel. Je sais que souvent on a des choses en commun. Comment différencier donc ça on a répondu. Je reformule ma réflexion. Le fait de savoir ce qu'on veut ne constitue. Pardon, ça va un petit peu vite. Le fait de savoir ce qu'on veut ne constitue-t-il pas une pression? Ne va-t-il pas à l'encontre du lâcher-prise? Vous avez plus ou moins répondu, mais ce serait top de développer cela si cela n'est pas contraignant pour vous. Merci. Alors oui, effectivement, je comprends un peu ce que tu veux dire. On peut avoir une injonction au bonheur. Le fait de toujours se dire il faut que je sois heureux, il faut que je sois heureux, effectivement, va à l'encontre du lâcher-prise et peut même nous rendre malheureux parce qu'on va se mettre une pression. Donc tu as parfaitement raison là-dessus. Ça sert à rien de se dire je dois être heureux à tout prix. Simplement, il y a une confiance. Donc on peut le vouloir et c'est là, ça fait partie de nous, c'est intégré. C'est pas un combat, c'est simplement on sait que c'est ce que l'on veut. À partir du moment où on a un objectif qui est très clair, eh bien, le bonheur va se manifester à travers cet objectif très clair, à travers nos réalisations. Donc, il n'y a pas besoin de toujours se dire il faut que je sois heureux, il faut que je sois heureux. C'est pour ça que le titre de la conférence, Qu'est-ce que j'attends pour être heureux, était un petit peu, allez, pas provocateur, mais en tout cas, c'est de vous titiller un petit peu. Mais en réalité, on peut décider d'être heureux dès maintenant. Il n'y a pas besoin de se mettre de pression. Simplement, faire un travail sur soi, avoir un objectif très clair et avoir confiance dans la vie. Et on sera naturellement heureux. Peut-être que la vraie peur... Alors, comment faire pour être heureuse quand tout va mal dans sa vie? Alors, Angela, effectivement, quand tout va mal dans sa vie, eh bien déjà, il faut ralentir. Qu'est-ce que vient nous dire la vie? Peut-être qu'elle nous alerte que nous ne sommes pas dans le bon chemin. Peut-être qu'elle nous alerte pour nous dire mais regarde, tu enfonces des portes ouvertes, regarde, tu restes trop longtemps dans quelque chose qui te prend de l'énergie et c'est pas ton chemin. Je connaissais quelqu'un à qui il arrivait effectivement que des emmerdements. Et en fait, il s'obstinait dans sa vie à toujours faire la même chose, à toujours s'énerver contre les autres, à toujours dire que c'était la faute des autres. Et du coup, la vie venait en miroir, venait lui rentrer dedans, lui dire bah, tant que tu es en colère, contre la vie, ben, la vie, elle te montre que tu es en colère. Donc, quand il nous arrive que des merdes, bah déjà, ralentir. Et puis se dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que j'ai autant d'alertes?
peut-être que je peux ralentir et peut-être que je peux viser autre chose. Peut-être que la vie attend autre chose de moi. Peut-être que moi-même, je peux être plus ambitieux pour moi-même, pour les autres. Le bonheur, c'est quelque chose de contagieux. Donc, peut-être que on est entouré de personnes qui sont néfastes pour nous. Et donc, peut-être changer ses relations. Ça, c'est une étude complètement folle. J'ai beau la relire et la relire encore, j'ai toujours un petit peu du mal à le croire. Et pourtant, c'est vrai. C'est que lorsqu'on est entouré de personnes qui sont heureuses, joyeuses, eh bien, on devient soi-même joyeux. Et ça, c'est valable aussi pour nous. Notre bonheur rayonne jusqu'à 3 niveaux de relation. C'est-à-dire que nous allons, par notre bonheur, nous allons rayonner autour de nous et rendre les gens plus heureux autour de nous. C'est pour ça que je fais des conférences. Mais non seulement les gens autour de nous, mais également les gens autour d'eux et encore les gens autour d'eux. Donc jusqu'à 3 niveaux de relation, on rend les gens plus heureux. Donc ça vaut vraiment le coup de faire un travail sur soi et de se mettre dans cette voie-là. Que faire après avoir atteint le bonheur, nous demande Maxime. En fait, comme je disais, Maxime, c'est pas tellement un état de béatitude, c'est pas tiens, je suis heureux et puis j'ai plus rien à faire. Non, c'est un chemin. C'est un chemin de vie. Donc aujourd'hui, je me sens heureux. J'ai augmenté mon état global de bonheur. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas m'arriver des choses difficiles et à ce moment-là, bah, je me reposerai des questions. Simplement, les événements difficiles, les événements tragiques n'influent pas sur mon bonheur. Je m'autorise à être triste, je m'autorise à être en colère des fois, je m'autorise à pourquoi pas avoir peur. Des fois, il y a des choses qui se jouent et c'est important d'avoir peur. Mais en tout cas, je ne laisse pas ces émotions prendre le contrôle de ma vie. Donc voilà, donc on peut être heureux et il y a pas, c'est pas un objectif à atteindre. Oui, pour la peur comme moteur, l'acceptation de la peur peut nous propulser vers l'avant au lieu d'être dans le déni. Yes, yes. Effectivement, c'est bien de sonder en soi et de pas rester dans le déni. Mais parfois, on est accablé d'un tas de choses qui nous tombent dessus et c'est pour ça qu'il faut se poser et savoir ce qu'on doit faire. Comme dans notre société, on est toujours à la course, à l'innovation, à la technologie, etc. Alors que, au contraire, c'est peut-être le moment de ralentir. La 4G, la 5G, la 6G, pourquoi pas. Pas dit que ça nous apporte vraiment du bonheur. Merci pour ce passage sur la peur. Voie de reconversion. Voilà quelques mots qui aident à cheminer. Merci à toi, Gabriel. J'ai bien une question, mais pas simple à formuler et longue. Eh bien, essaye de trouver une version peut-être plus courte, ou alors on pourra en parler ensemble un peu après. Le bonheur est-il un état d'esprit à adopter ou un objectif à atteindre, ou les deux? Mais je pense que j'ai déjà répondu à cette question. Le bonheur est un état d'esprit, est un fonctionnement en fait. C'est un entraînement en fait. Le bonheur, c'est à la fois une discipline. C'est à la fois une discipline, oui, et en même temps, c'est savoir profiter des plaisirs. Hein, c'est pas avoir une vie monacale. Hein. Moi, je n'avais pas envie de rentrer dans les ordres pour être heureux. J'ai une discipline. Le matin, je fais mon yoga, je fais de la méditation, je fais du sport parce que je sais que ça me fait du bien. J'essaye je fais attention aussi aux musiques que j'écoute, je fais attention aux films que je regarde, je fais attention à mes relations, je fais attention à ma nourriture. Je fais attention au plaisir que j'ai de boire un verre, etc. Voilà, mais ça ne m'empêche pas d'avoir du plaisir, ça ne m'empêche pas de profiter des plaisirs de la vie, du plaisir de voir mes amis, de boire un bon verre de vin, pourquoi pas faire l'amour, on peut avoir des plaisirs, il n'y a aucun problème.
Le bonheur, c'est pas quelque chose de rigide où il faut tout contrôler, mais simplement ne pas laisser ses plaisirs prendre le contrôle sur toute notre vie, d'avoir une vision à long terme. Et ces plaisirs vont s'intégrer dans cette vision. Nous sommes, oui, tout à fait Hervé, nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. C'est tout à fait exact. Et c'est assez stupéfiant. Et du coup, ça nous encourage à bien choisir les gens autour de nous. Si nous avons des gens qui sont tristes autour de nous, qui sont toujours malheureux, qui sont toujours dans la complainte, bah forcément, ça va déteindre sur nous. Donc, faire très attention à nos relations, effectivement. Ce qui ne veut pas dire ne pas venir en aide aux autres, mais ça se fait dans certaines conditions, et si on en a envie et si ça nous rend heureux aussi d'aider les autres. Aider, oui. Sauver, non. Le bonheur, c'est la bonne heure, nous dit Christian, et la bonne heure, c'est maintenant. C'est vrai. Je trouve que le positif dans ce que tu dis des signes que la vie nous envoie, c'est que tant qu'on ne les entend pas, la vie nous les présente à nouveau, encore et encore. Alors c'est très amusant ce que tu dis, Maude, parce que ma mère m'a dit exactement la même chose dans un moment de lucidité. Elle m'a dit, les épreuves qui se présentent dans notre vie, tant qu'on ne les résout pas, la vie nous les resserre à nouveau. Elle nous les resserre d'une autre manière. Et sur le moment, j'ai trouvé ça assez curieux, et pourtant ça sonnait profondément juste. Et j'ai pu l'expérimenter après par la suite. Effectivement, tant que je ne voulais pas voir les épreuves de la vie, eh bien, en fait, la vie me les resservait d'une autre manière. Et j'irai même un peu plus loin. Je dirais que les épreuves de la vie, elles sont là pour nous permettre d'apprendre quelque chose, et notamment apprendre quelque chose sur soi. Et finalement, toutes les épreuves et toutes les expériences de la vie ne sont là que pour nous permettre de nous estimer davantage, de nous aimer davantage. Et donc, à partir du moment où on s'aime davantage, on va aimer également les autres davantage. Donc, c'est tout à fait juste ce que tu dis, et je partage complètement cet avis. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Est-ce que déjà ça vous a plu, les amis ? Est-ce que cette conférence vous a apporté quelque chose ? Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que j'ai bien travaillé ? Parce que je vous avoue que c'était difficile. 1 heure avant le live, j'étais encore dessus. J'ai travaillé comme un dingue pour tout ça. Je me suis posé 1 milliard de questions ces jours, même si c'est un sujet qui me passionne. C'était difficile pour moi de vous le retransmettre. Je suis parfois, j'ai un peu de timidité, et parfois dans ma tête c'est très clair, mais j'ai parfois du mal à vous les restituer. Donc, est-ce que ça vous parle ? Mallory, c'était super, merci beaucoup. Merci à toi, merci de ton retour. Vous pouvez me dire des choses négatives, hein, c'est pas grave. Hein, j'accepte les critiques. Hein, je suis pas là pour entendre que des bonnes choses. Christian, c'était top. Merci, Christian. Merci, oui, ça va aider, Christophe. Super, parfait. Tu as résumé mon travail spirituel depuis 6 mois, nous dit Max. Ben, merci, Maxime, c'est super. C'est chouette, merci, ça me touche beaucoup. Chouette, merci, Charlène. Tu gères. Chouette, tant mieux. Oui, c'était vraiment parlant, ça m'a apporté beaucoup. Bon, j'aurais peut-être pas dû poser la question comme ça, vous me donnez beaucoup de beaux retours. Qu'est-ce que je peux améliorer, du coup, peut-être ? Peut-être que c'est comme ça que j'aurais dû poser la question. Continue comme ça, c'est vraiment super. Chouette, merci beaucoup. Alors, autre chose, pensez à vous abonner sur la chaîne YouTube si ça vous intéresse, parce que comme ça vous permettra d'être alerté lorsque je posterai d'autres vidéos. Et puis moi, ça m'encourage aussi à travailler. Je vous cache pas que c'est beaucoup de travail tout ça. Et du coup, ben ça m'encourage. Si je me dis que ça vous apporte quelque chose, ça me donne de l'énergie pour me dire, ben ce que je fais a du sens.
j'apporte un petit quelque chose aux autres, alors tant mieux. Allons-y, allons-y, quoi. Ça m'aide à travailler encore plus dur. Bravo, ça m'a beaucoup plus parlé, inspiré, merci. J'ai hâte d'en découvrir plus sur ton travail. Comment te suivre? Eh bien, s'abonner sur la chaîne YouTube Homo Spiritualis, sur le groupe Facebook. Et puis, moi, je suis pas très à l'aise avec tout ça, mais probablement qu'on va faire un Instagram. Et puis, vous pourrez vous abonner également. De toute façon, on reste en contact. Et puis j'essaie de répondre à tout le monde. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer. Parfois, c'est difficile, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais vraiment, je passe du temps pour ça. Mallory qui me dit « Je reviendrai. I'll be back ». Très bien, Mallory, merci beaucoup. Un replay sera-t-il disponible en ligne? Alors oui, normalement. Ça, c'est Carlos qui pourrait nous en dire plus, mais normalement, oui, il va y avoir un replay. Peut-être qu'on coupera certains passages où je n'étais pas à l'aise, ou j'en sais rien, peut-être le début ou le temps de se mettre en place, mais je pense qu'il y aura un replay. Qu'est-ce qu'elle me dit, ma petite Marion? Il n'y avait pas que des découvertes dans ce que tu as dit, bien sûr, mais c'est bien de remettre plein de choses à plat, ça permet de remettre un peu des choses en perspective. Oui, j'imagine que je vous ai dit plein de choses que vous saviez déjà, mais c'est bien de les reparler, d'en reparler. Merci Marion, merci, c'est chouette que tu sois là, ça me touche beaucoup. Bravo, ça m'a beaucoup plu, parlé, inspiré, merci, hâte d'en découvrir plus sur ton travail. Continue, comment te suivre? Bravo mon Yann. Merci à vous tous. Si vous avez d'autres questions, on peut y répondre, sinon je pense que c'est le temps de couper. Et puis, on se retrouve dans quelques temps. Dites-moi aussi les sujets que vous souhaiteriez aborder. J'avais pensé à parler éventuellement d'économie, on risque de traverser des moments un petit peu délicats. J'avais pensé à parler du climat. J'avais pensé à parler d'un tas d'autres choses. Donc, mais dites-moi s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on aborde. C'est aussi mon travail d'aller explorer d'autres sujets avec lesquels je ne suis pas forcément à l'aise, mais en tout cas, je travaille pour pouvoir comprendre le mieux possible ces sujets. Donc, dites-le moi, soit en commentaire, soit par message sur le groupe Facebook. Et puis je n'hésiterai pas à vous répondre. Merci encore beaucoup. Merci de votre attention. Merci de votre générosité et de votre attention. Ça me touche beaucoup. Bonne soirée à tous les amis. Bonsoir.